Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct, comme chaque soir de la semaine sur Alsace 20. On va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, le vieillissement, le handicap, à travers ce très bel ouvrage. Il s'appelle Parole, Parole de résident de l'Institut Saint-André à Cernay. Un nouveau regard et un autre regard direct, sans filtre, sur la différence à découvrir tout juste après le JT. On parlera sport, évidemment, comme chaque lundi. Gros plan notamment sur les deux Alsaciens, Yann Erlaché et Yvan Muller, dans le championnat du monde de voitures de tourisme. C'était à Budapest ce week-end. On parlera handball, les Strasbourgeois en quête de maintien, ça a été très compliqué ce week-end pour beaucoup d'équipes. Et puis le basket féminin à l'honneur, les filles de la SIG en play-off et en route pour la Ligue 2 féminine. Tout ça et plein d'autres choses dans Top Sport tout à l'heure. Et on parlera gastronomie bien sûr avec Nicolas Riffel. Gros plan cette semaine du côté de la table de Christophe, restaurant strasbourgeois. Côté cuisine, évidemment, avec Nicolas, comme chaque lundi. Mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce lundi 29 avril. Les urgentistes de Strasbourg en grève jusqu'à demain matin. Dans la foulée de leurs collègues orinois, ils dénoncent des conditions de travail difficiles et demandent plus de moyens. Et quand la danse et l'art permettent de surmonter un parcours de vie difficile, l'association Résonance accompagne des jeunes en foyer à Colmar et Mulhouse. Et que diriez-vous, non pas de lire, mais d'écouter un livre, c'est la nouvelle tendance et elle a son festival à découvrir à Strasbourg la semaine prochaine. Mais pour commencer, retour sur un nouvel acte de vandalisme raciste et antisémite. Cela s'est déroulé à Schiltigheim. Des insultes et des croix gammées ont été taguées sur la façade du domicile de Danielle Diligent, vice-présidente du conseil départemental. Des inscriptions visant le maire de Strasbourg, Roland Ries, son adjointe, Pernelle Richardot, et le président de l'université de Strasbourg, Michel Denneken. La classe politique alsacienne condamne largement ces dégradations. Des investigations sont en cours. Après Mulhouse, vendredi, au tour des urgentistes strasbourgeois de faire grève jusqu'à demain matin, 8h. Ils ont commencé hier soir à 20h. Ce mouvement fait suite à l'appel du syndicat national France Ouvrière ainsi que l'Association des médecins urgentistes de France. Leurs revendications manque de moyens, de lits pour les patients. Étienne Coirin, médecin urgentiste au CHU de Haute-Pierre, était tout à l'heure au micro de Fanny Kunz. On a une augmentation d'activité qui est grosso modo de 5% par an et on n'a plus les moyens maintenant d'assurer cette charge de travail et les conditions d'admission des patients se dégradent et deviennent indécentes. On est dans de la maltraitance, nos patients qui restent sur des brancards pendant des heures sans pouvoir manger, sans pouvoir accéder à leurs besoins de base qui est d'aller aux toilettes, parfois d'avoir leurs médicaments, on ne peut même pas leur offrir ce confort-là. Il y a eu de nombreuses fermetures de lits qui ont été faites de façon complètement inconsidérée, sans évaluer l'impact que ça allait avoir sur la population. Donc la sécurité des patients est clairement pas assurée dans ces conditions. Et donc on demande des moyens supplémentaires. Il faut bien prendre conscience que les urgences, c'est le reflet de l'organisation d'un hôpital ou d'un système de santé. Et que lorsque les urgences dysfonctionnent, en fait, c'est l'ensemble du système de santé qui dysfonctionne. Et les grévistes ont pu rencontrer la direction du centre hospitalier et l'agence régionale de santé, mais les propositions données ne répondent pas à leurs attentes. Ils ont d'ores et déjà décidé de se remettre en grève, et cela dès lundi prochain. En politique, la course aux élections européennes se poursuit. Si toutes les listes ne sont pas encore déposées, les forces en présence se précisent et les candidats commencent à faire campagne en Alsace. Après les Républicains et avant la liste d'Union PS Place Publique, c'est au tour des amoureux de la France de Nicolas Dupont-Aignan de faire étape à Strasbourg. Crédité de 5% dans les sondages, cette liste veut recréer une Europe des nations. Parmi leurs propositions, supprimer les accords de Schengen et refuser tout nouvel élargissement de l'Union européenne. Bruno Nort est 5e sur la liste, on l'écoute. Les citoyens ont une mauvaise vision de ce que c'est que l'Europe. En fait, ils ne voient l'Europe qu'à travers l'Union européenne, c'est-à-dire une institution qui semble bafouer les peuples, une institution dans laquelle les États-nations semblent
petit à petit se diluer. Donc le slogan, c'est « Vive l'Europe » et peut-être « À bas l'Union européenne ». Et « Vive l'Europe », c'est aussi une Europe civilisationnelle, c'est aussi une Europe des valeurs. Et je pense que là encore, le citoyen ne se retrouve pas parce qu'on ne parle pas de valeurs, on ne parle pas des racines de cette Europe qui sont des racines, qu'on le veuille ou non, chrétiennes. Et ne pas vouloir savoir d'où on vient, eh bien, on finit par perdre ses repères et on finit par ne plus savoir qui on est. S'évader par la danse et l'art, c'est tout le propos de Saïda Ayad, éducatrice au pavillon Saint-Jean de Mulhouse et Colmar. 13 jeunes partiront bientôt en voyage culturel au Maroc, une récompense pour ses volontaires. Depuis le début de l'année, ils travaillent sur un projet artistique avec pour thème principal les générations. Camille Roland a participé à leur répétition. Un pas de danse sur une musique de Big Flo et Oli ou encore une scénette dans la peau d'une personne âgée. Les jeunes du foyer Saint-Jean de Mulhouse et de Colmar ne manquent pas d'audace lorsqu'il s'agit de se mettre en scène. Depuis septembre, ils sont 13 à participer à un projet de théâtre et d'expression corporelle sur le thème des générations. Et chacun y trouve son compte. Le théâtre, ça m'aide à prendre confiance en moi, à aller devant les autres, danser, prendre confiance en moi. Et en même temps, ça me calme. Ça nous apprend entre nous à nous connaître un peu mieux. C'est me dépasser en fait, surmonter ma peur des autres. Je pensais que j'étais pas fort en danse, mais en fait au final c'est quand même passé. Ça nous fait une activité de côté en plus de l'école et du collège, ça change le quotidien. Le thème de cette pièce c'est les générations, donc il y a Sepi, Mermoud, Johnny. Et ensemble, en fait, on raconte un peu les vieux et les jeunes, en fait, qu'on voit les petits jouer. En fait, c'est nos souvenirs. C'est nous quand on était enfants. Quand elle est dans sa cuisine, attends, je dis pas la suite, elle fait du couscous. Le lundi, couscous poulet. Le mardi, couscous merguez. Et le mercredi, couscous royal. Au-delà du plaisir de jouer ensemble, c'est l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à évoluer devant un public. Cela fait plus de 20 ans que leur éducatrice Saïda Ayad propose des projets artistiques dans des structures accueillant des enfants et adolescents placés. Son idée, les sortir de leur quotidien et leur donner confiance en eux. L'objectif principal, c'est la valorisation, c'est la confiance, c'est l'estime de soi, c'est la mise en avant des jeunes, la mise en avant de leurs capacités qui souvent ils ignorent parce que voilà, de par leur parcours, de par beaucoup de choses. Pendant les répétitions, on travaille ça, on travaille la socialisation, le rapport à l'autre, l'altérité, le fait de pouvoir communiquer autrement que ce que je connais et que ce que je sais faire. Souvent, les jeunes sont stigmatisés, gosses de foyer, gamins de foyer, et justement en ouvrant la structure vers l'extérieur par le biais de ce projet, ça valorise vraiment les jeunes et ça donne vraiment une autre image de ces jeunes-là à l'extérieur. Tous se produiront sur scène le 18 juin prochain et les projets ne s'arrêtent pas là. Depuis le début de l'année, ils préparent un séjour culturel au Maroc. Et pour financer ce voyage au Maroc, ils organiseront une kermesse ce mercredi 1er mai au pavillon Saint-Jean de Mulhouse. Culture toujours, après le théâtre, l'expression corporelle et la danse, passons au livre audio. Il se fait une place dans les bibliothèques, mais aussi dans la programmation culturelle strasbourgeoise, alors que 14% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir déjà écouté un livre. Cette nouvelle tendance a droit à son festival. Organisé par l'association Plume de Pan, les festivités débuteront le 7 mai. Fanny Kunz et Romain Hirt. Lire avec ses oreilles, une pratique qui attire de plus en plus d'adeptes. 8 millions de Français déclarent avoir déjà écouté un livre audio en 2019. Pour l'association Plume de Pan, qui organise son 7e festival du livre audio à Strasbourg, c'est une bonne manière de redonner le goût du livre aux plus jeunes. L'intérêt du livre audio, c'est que c'est une autre porte d'accès vers la littérature par la voix de comédiens. Ça permet de donner à entendre l'autre voix d'un texte. Je pense qu'aujourd'hui, notamment les jeunes sont sollicités sont de toutes parts avec tout ce qui est disponible comme contenu sur le numérique. Proposer une autre porte d'entrée vers le texte, et notamment avec le livre audio numérique qui correspond peut-être plus en fait à leurs usages d'écoute en mobilité, c'est une façon finalement de les ramener vers la littérature.
Le livre audio se démocratise et séduit maintenant au-delà de son public de prédilection, à savoir les enfants et les personnes malvoyantes. Parmi les structures qui aident à son développement, la SOFIA. Elle soutient une vingtaine d'actions littéraires dans le Grand Est. Je crois que pour le livre audio, il y a vraiment un usage qui s'est créé. Les personnes qui l'utilisent dans la voiture, l'utilisent dans les bouchons, l'utilisent dans les transports, l'utilisent en faisant du sport, en faisant une autre activité éventuellement. Et c'est devenu, sans être concurrent du livre imprimé ou du livre numérique, un usage complémentaire, y compris chez les grands lecteurs. Et on s'aperçoit que de nombreuses personnes qui écoutent du livre audio sont aussi de grands lecteurs de livres. Une nouvelle façon de lire à découvrir du 7 au 18 mai lors du Festival du livre audio à Strasbourg. C'est l'une des plus grandes et plus anciennes foires de France. La foire de Paris fête ses 115 ans. Elle a ouvert ses portes samedi et accueillera des visiteurs, porte de Versailles jusqu'au 8 mai. Maison, alimentation, artisanat, parmi les 1700 exposants, il y a Halim Boukerchi. Il vient de Pfastatt et propose différents produits artisanaux à base de thé. Nora Wariwa l'a rencontré. Son truc à lui, c'est le thé. Halim Boukerchi en met partout. Dans les confitures, le minster, le vin, la bière. Voilà 7 ans que cet Alsacien a créé 1, 2, 3 par thé. Et c'est la première fois qu'il vient à la foire de Paris pour vendre ses différents produits. Il me trouve essentiellement sur les marchés des producteurs, les marchés du terroir. À l'heure d'aujourd'hui, ça va souvent venir de plus en plus maintenant les marchés du terroir parce qu'on rentre dans une période estivale. Un peu sur Internet. C'est pas sur Internet que je joue énormément. Moi, j'aime beaucoup rentrer sur le côté relationnel, le contact entre le consommateur et l'artisan. L'objectif de Halim Boukerchi est de montrer qu'on peut aussi consommer le thé autrement. Ces plantes, il les achète chez des fournisseurs allemands et français. Il compose ensuite lui-même ses mélanges. Il fait aussi appel à différents artisans alsaciens pour créer de nouveaux produits. On a toujours tendance à voir des fromages de chèvre, des fromages blancs parsemés d'herbes. Mais pourquoi ne pas associer des morceaux de fruits et qui d'autant plus ce sont justement des infusions? Eh bien ça c'est génial. Il faut oser, il faut trouver la personne qui veut bien essayer de donner déjà un peu de sa production. Ça c'est pas donné à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette amitié, ce côté relationnel, l'humain qui joue avant tout et le côté qualitatif entre le producteur et l'artisan. Et c'est ça qui est super, c'est quelque part, voilà, moi je prime avant tout la qualité que la quantité. Halim Boukerchi ne s'arrête pas là, il travaille déjà sur de nouveaux produits comme un jus de raisin associé à l'une de ses infusions et un saucisson au goût d'anis. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Olivier Anne. Ils sont les mieux placés pour suivre les prix de l'immobilier ancien en France et leur évolution. Les notaires ont observé leurs 970 000 transactions de l'an passé et dressent aujourd'hui une carte très nuancée où les villes alsaciennes s'en tirent plutôt bien. Plus 5,7% encore et toujours à Paris, mais aussi plus 8,2% à Lyon ou 6,2% et 5,7% à Rennes ou Bordeaux, alors nous pouvons nous estimer heureux avec le petit 0,8% enregistré à Strasbourg et la baisse de 0,1% de Mulhouse. Mais si ces prix indiquent également l'attractivité d'une ville, alors l'une d'entre elles a plus de soucis à se faire que les Alsaciennes. À Nancy, les prix ont chuté de plus de 7%. Merci beaucoup Cécile pour ce JT. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. On va parler de ce livre avec nos invités Agnès Chenal et Perrine Bellusso. Rentrez, venez vous installer. Ce livre qui s'appelle Paroles, ce sont les paroles des résidents de l'Institut Saint-André, établissement à Cernay, qui accueille des personnes en situation de handicap. On va parler de vieillissement également. Tout ça juste après la météo de Célia. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre météo de ce dernier jour du mois d'avril. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps ce mardi. Et mardi matin, c'est un temps plutôt voilé, un ciel plutôt couvert qui nous attend sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Quelques rayons de soleil si vous êtes du côté de Wissembourg ou du côté de Karlsruhe. Pour le reste du territoire, vous voyez, pas de soleil à l'horizon, des températures qui grimpent en ce mardi matin. Elles étaient plutôt fraîches dimanche et lundi, là elles sont légèrement plus douces. Comptez 8 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien, 7 degrés si vous êtes du côté de Saverne.
Berne et jusqu'à 9 degrés la maximale du territoire transfrontalier, ce sera pour Karlsruhe. L'après-midi, le ciel se dégage, regardez un peu plus de soleil prévu notamment dans le nord du territoire. Ça reste voilé dans le centre, toujours quelques passages d'éclaircies malgré des passages nuageux prévus sur le Haut-Rhin ou encore sur le nord de la Suisse. Des températures plutôt clémentes en ce mardi après-midi, comptez 18 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 17 degrés ce sera pour le Haut-Rhin et jusqu'à 19 degrés la maximale du territoire du côté de Karlsruhe. Un petit coup d'œil sur votre journée de mercredi 1er mai maintenant, jour férié et jour ensoleillé. Regardez, du soleil pour tout le monde, pas de jaloux et des températures très agréables entre 19 et 20 degrés en Alsace, 18 à 20 degrés chez nos voisins allemands et jusqu'à 19 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 30 avril et nous fêterons toutes les Robertes. Le soleil se lèvera à 6h11 pour se recoucher à 20h41. On gagnera encore 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. À très bientôt. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et on va parler ce soir d'un sujet dont on ne parle probablement pas assez souvent. On va parler de différence, on va parler de vieillissement, on va parler de handicap à travers cet ouvrage qui s'appelle Paroles au-delà des handicaps. Avec nous Agnès Chenal et Perrine Bellusso, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi c'est un livre alors très touchant. Vous travaillez toutes les deux à l'association Adèle de Glaubitz. Dans ce livre, vous montrez en photo et en récit le témoignage de résidents d'une de vos nombreuses structures, une maison de retraite spécialisée qui s'appelle donc l'Institut Saint-André à Cernay. Qui sont les résidents déjà? Qui sont les personnes qui sont dans cette résidence? Ce sont 48 personnes qui sont en situation de handicap et qui vieillissent, des personnes âgées. Dit comme ça paraît normal, mais ça pose, entre guillemets, que dans les établissements comme ça, ça pose de nouvelles problématiques. Comment on s'adapte? Comment simplement les structures comme les vôtres se sont adaptées au vieillissement de leurs résidents? En fait, la spécificité de ces personnes, c'est qu'elles ont passé, pour la plupart, une grande partie de leur vie à l'Institut Saint-André. Et comment on s'adapte? Alors, je prends le relais d'Agnès. Oui, alors, pour ces personnes en maison de retraite, mais aussi pour toutes les personnes qui sont accueillies au sein de l'association, on est en constante adaptation au niveau de nos modes d'accompagnement et d'accueil. Alors, c'est sur des nouvelles approches, c'est en lien avec le développement des savoirs et des compétences, des pratiques professionnelles, et c'est aussi en lien avec l'évolution du paysage médico-social, puisqu'on développe de nouvelles structures, de nouveaux dispositifs, et on tente vraiment de s'inscrire dans une démarche inclusive pour ouvrir nos établissements et permettre aux personnes de construire des parcours de vie. Alors vous avez vraiment décidé de mettre en avant ces personnes, de les montrer tout simplement dans ce livre dont on va voir quelques planches. Il y a des portraits déjà de photos, et puis alors c'est le personnel de l'établissement qui a recueilli leur témoignage, leur histoire tout simplement. J'ai trouvé ça très touchant comme un livre d'enfant, parce que c'est sans filtre, ce sont des souvenirs, c'est des anecdotes, c'est j'aime parce que, j'aime pas parce que. C'est extrêmement direct, extrêmement touchant. Le but c'était ça, c'était de montrer, de leur donner la parole tout simplement. En fait, il y a un proverbe africain qui illustre bien l'origine du projet et qui dit un vieillard qui décède, qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et dans une maison de retraite, de fait, il y a des personnes qui décèdent. Et à chaque fois, on se disait, c'est une histoire qui s'en va, c'est des mémoires qui vont s'effacer. Et il y a à peu près 2 ans et demi, l'idée est venue de recueillir les témoignages. Alors, il y a eu des entretiens en français et en alsacien qui ont été menés par les professionnels, en particulier par l'animatrice. C'était important, que ce soit les professionnels qui sont au contact avec eux, qui échangent, qui recueillent ces témoignages. Ça nous semblait important parce que les personnes sont en confiance avec les professionnels puisqu'elles les côtoient tous les jours. Et que les professionnels ont aussi une connaissance et des personnes et de leur histoire. Donc ça a donné l'idée des thématiques et puis des thèmes à aborder aussi. C'est plus direct, je disais avant, c'est sans filtre le témoignage de certaines personnes en situation de handicap. Il n'y a pas tout le protocole, les formules que nous on se met dans le langage entre adultes parfois, c'est direct, et du coup c'est extrêmement touchant, c'est perceptible ça. C'est clair, on est dans un franc-parler avec ces personnes au quotidien également, et elles vont nous livrer leur vision du monde, de notre façon de les accompagner aussi, et puis de vivre à l'Institut, donc ce sont des paroles libres. Quand on en fait un livre comme ça, qu'on les met en avant, c'est une manière
Enfin, pourquoi le handicap, ça nous met, ou la vieillesse, ça nous met si tellement mal à l'aise? Je dis on pour me cacher derrière, parce que comme tout le monde, c'est pas forcément des choses qu'on a forcément envie de regarder en face. Vous, c'est votre quotidien, mais vous sentez ce malaise parfois dans la société par rapport à ça? Alors moi je pense qu'on peut le sentir, oui effectivement, quand on va vers l'extérieur, donc c'est des choses qu'on travaille, qu'on anticipe pour permettre effectivement d'aller vers cette ouverture et d'aller vers la société. Nous, cette différence, on ne la sent pas. Pour nous, effectivement, d'accompagner ces personnes, c'est finalement assez naturel, ça vient avec l'expérience, je pense. Mais oui, il y a cette différence-là avec laquelle on compose, ouais. Et quand on lit, quand on les écoute, qu'est-ce qui a changé dans le regard sur le handicap en France ? Alors, je pense qu'on est en construction, on est en cheminement. Je pense qu'on ouvre progressivement aussi, on va dire, par exemple, les structures scolaires pour permettre un accompagnement. On va parler des jeunes autistes. Là, on n'est plus tout à fait sur la même tranche d'âge, mais on est dans un accompagnement progressif vers le milieu ordinaire. Au niveau des différents partenariats, il y a des choses qui se construisent progressivement. Agnès, vous qui êtes, on peut le dire, en toute fin de carrière, parce que vous terminez très bientôt votre carrière dans cet établissement, le regard a changé. Quand on voit certains témoignages, on dit les familles cachées, les personnes handicapées, on n'osait pas les mettre à l'école, on n'osait pas les sortir. Il y a encore du chemin à faire, mais on a quand même progressé par rapport, quand on entend ces témoignages, il y a 50, 60, 70 ans. Oui, et puis le livre, il montre aussi que les histoires de vie sont un peu les nôtres. Elles sont dites avec des mots sincères, authentiques, mais il y a l'enfance, il y a les punitions, il y a les bêtises, il y a l'amitié, il y a le travail, il y a l'amour. Il y a de belles histoires d'amour, il y a la mort aussi. Et le livre, Parole au-delà du handicap, montre bien qu'au-delà du handicap, il y a des vies vraies, des vies simples aussi, mais qui sont fortes. Des histoires de vie qui sont très fortes. Pour finir très rapidement, quand on parle de prise en charge de handicap, on parle selon la logique comptable, ça reste, il faudra toujours que ce soit de l'humain, il faudra s'adapter, il faut faire du cas par cas, c'est ça aussi le message quelque part. Pour nous, c'est essentiel, c'est le fondement de notre travail, c'est le fondement de l'association Adèle de Globitz. Pour l'association, chaque personne est unique et on va construire du sur-mesure. L'idée pour nous est vraiment de construire des parcours de vie, d'être au plus proche des histoires et des projets des personnes et pour ça passe par les professionnels qui sont là au quotidien et qui accompagnent les personnes qu'on accueille. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter cette mission, quelque part, et cet ouvrage ce soir. C'est aux éditions du Cygne, j'ai oublié de le préciser, Parole au-delà du handicap. Je vous conseille vraiment ce très beau livre, c'est vraiment une très très belle manière de jeter un œil un petit peu sur la différence au sens très large. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Restez encore avec nous 30 secondes, on va parler de sport dans un instant, juste après cette page de pub. À tout de suite. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec plein de choses au programme. Ce soir, on va parler championnat du monde des voitures de tourisme, notamment avec les deux Alsaciens, Yvan Muller et Yann Erlaché, qui étaient à Budapest pour la deuxième manche du championnat du monde. On va parler de handball avec les garçons de l'ESAB à la bagarre pour le maintien. Ça a été très compliqué ce week-end. On parlera basket avec nos invités. La SIG féminine est en play-off pour la remontée en Ligue 2. Son entraîneur Fabien Kerlé et Louise Dambard, sa capitaine, sont avec nous en plateau ce soir. On parle basket dans un instant. Petite page football avant avec le Racing qui était sur le pont dimanche après-midi. C'était du côté d'Amiens. Regardez ces images avec le fait du match. C'était Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer un match de Ligue 1. Et les deux équipes ont été des gentlemen parfaits puisqu'ils ont tenu à la laisser, elle, à l'honneur et surtout ne marquant pas de but, en ne se créant pas d'occasion. Ça a été un match assez soporifique des deux côtés. Une seule frappe cadrée de part et d'autre pour un triste 0-0 au final, même si les deux équipes ont eu, comme ici en deuxième mi-temps, quelques occasions, notamment les Amiénois, mais sans aucun souci pour Matsel. C'est pour Régis Gürtner, l'Alsacien du côté d'Amiens, 0-0. Le Racing qui reste 10e du championnat avec 45 points. La suite, c'est la réception de l'Olympique de Marseille ce vendredi à la Méno pour les Strasbourgeois. Rapidement dans l'actualité aussi, le flop de l'année, regardez, c'est pour les volleyeuses de la SPTT Mulhouse qui, après avoir surclassé la saison régulière, ont été éliminées au premier tour des playoffs en quart de finale, défaite en 2 matchs contre Marc-en-Barœul, 3-0 dans le Nord mercredi dernier, 3-2 au Palais des Sports, triste fin de saison pour elles.
Galère aussi, Nicolas Lang, l'ailier de la SIG, victime d'un accident de la route en sortant du Rhenus samedi soir. Il manquera la fin de saison, on se penchera sur son cas. Et puis le rayon de soleil, il vient d'Abuja au Nigeria où Dan Haded, le tennisman strasbourgeois du TCS, a remporté son premier tournoi futur, première victoire sur le circuit professionnel, victoire en double également qui lui permet de rentrer à 20 ans pour la première fois dans le top 500 mondial. Voilà pour les actus rapides de ce week-end. On va se poser un peu plus du côté des Malteries. Ça se passait vendredi soir avec du handball. Les garçons de l'ESAB à la lutte pour le maintien. C'est l'avant-dernière journée de championnat. Les Strasbourgeois qui avaient leur destin en main. Regardez, ça se passait donc ce vendredi. L'ESAB en bleu qui avait toutes les cartes en main. Match à domicile, salle archi pleine. En face, un concurrent direct pour le maintien qu'il s'agissait d'enfoncer. Une victoire ou un match nul suffisait aux Strasbourgeois qui ont vécu finalement 60 minutes de cauchemar intégral. Ils sont passés complètement à côté de leur match. En face, en blanc, c'est Vernon qui lutte pour son maintien. La victoire pour eux était impérative. Les visiteurs qui avaient 5 buts d'avance à la mi-temps, qui ont compté jusqu'à 9 buts d'avance en deuxième mi-temps. Pas de solution, vous l'avez vu sur le banc pour les hommes de Bruno Bosch. Aux abonnés absents en attaque comme en défense, il y a eu un petit rush en fin de match qui on a cru à une improbable remontada. Les Bleus sont revenus à 5 puis à 4 buts. Un match nul leur permettait d'assurer le maintien. Ça ne passera pas pour eux en fin de match. L'écart était trop important et Vernon réussit le gros coup en venant s'imposer 24-20 aux Malteries et en quittant la position de relégable. Coup dur pour les Sabres qui avaient une occasion unique d'assurer son maintien. Regardez, écoutez d'abord la déception des Strasbourgeois passés complètement à côté de leur soirée. On est clairement passé à côté, on est passé à côté de tout en défense. La défense, on sait très bien que ce n'était pas en général notre point fort. On arrivait au moins à domicile à pouvoir mettre un peu d'intensité, à récupérer des ballons, monter des ballons. C'est d'abord sur l'état d'esprit. Moi, c'est ce qui me déçoit le plus. C'est que dès le début, on a trouvé des gens qui ne répondaient pas présents, quoi. On n'a pas joué un match pour jouer notre vie en D2. Eux, oui, mais pas nous. Et tout se jouera donc lors de la dernière journée de championnat ce vendredi soir. Regardez ce que ça donne au classement. Les données sont très simples. Les deux derniers descendent en National 1. Caen est d'ores et déjà condamné. 4 équipes peuvent encore descendre ou se sauver. Les Sabres qui est dans la meilleure position, 10e, mais aussi Nice, Vernon et Grenoble. Ça sera compliqué pour les Sabres qui se déplacent à Nancy, le 4e qui est assuré de disputer les playoffs. Les Sabres devra s'imposer ou prendre au moins un point ou alors compter sur, s'ils s'inclinent, sur la défaite d'au moins une des 3 autres équipes. Verdict ce vendredi soir. On va passer au basket avec nos invités. Fabien Kerlé, le coach de la SIG féminine et la capitaine de son équipe, Louise Dambard. Les choses sérieuses ont commencé puisque après une très belle saison régulière, 18 victoires, 4 défaites, j'ai juste. Ouais, c'est ça. Place au play-off, un mini-championnat à 4 équipes. Ça a démarré ce samedi. Pas très bien, avec une défaite du côté de Voiron. Il reste 3 matchs. Fabien, vous avez votre... Qu'est-ce qui a manqué déjà sur ce match? Il y a guère le droit à l'erreur en play-off parce que ça va très vite, il y a pas de match. Voilà, c'est des rencontres très compliquées puisqu'on joue contre les équipes de haut de tableau de l'autre poule. On avait un second carton très difficile sur ce match-là où on a été impacté physiquement. Je pense qu'on a montré un vrai visage en seconde mi-temps puisqu'on est revenu dans le match. Ça s'est joué sur des détails en fin de match. Par contre, on a montré à tout le monde qu'on avait notre place à ce niveau. Maintenant, il va falloir gagner les matchs à domicile. On sait qu'à l'extérieur, ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir gagner les matchs à domicile avec le plus grand écart possible pour essayer de pouvoir viser cette accession en Ligue 2 à la clé. Les données sont très simples. Il reste 3 matchs. C'est un mini-championnat. Il reste 3 matchs, dont 2 à domicile. Louise, qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux? Qu'est-ce qu'il faudra faire de plus dès ce samedi? Puisqu'il reste le premier de ces 3 matchs. Ça arrive très vite. Il faudra déjà se concentrer sur les détails qui nous ont fait perdre samedi. Que tout le monde se remette un peu la tête à l'endroit parce que c'est vrai que ça nous a mis un coup au moral la défaite à Voiron. On pensait vraiment pouvoir accrocher le match. Après, c'est comme ça, il faut qu'on fasse preuve de caractère, qu'on reste soudés entre nous et surtout, on compte vraiment sur le public rue de la Poste pour nous porter et pour vraiment jouer son rôle de 6e homme. On voit ce public, c'est la salle historique de la rue de la Poste, c'est le fief de la SIG, c'est entre guillemets la SIG amateur, c'est le canal historique de la SIG dont on parle souvent l'équipe de garçons à haut niveau. Quelle importance ça, Fabien, de ramener cette équipe en Ligue 2 au 2e niveau national qu'elle a quitté l'an dernier, puisque le club vient de descendre. Voilà, historiquement la SIG est depuis 10 années en Ligue 2. On a cette volonté au niveau de la commune, mais également de l'Eurométropole, d'essayer de monter un club à haut niveau en Alsace. La Ligue 2, on a la possibilité d'y accéder assez rapidement. On veut la retrouver assez rapidement parce que justement, au niveau du sport féminin, on a besoin un peu de cette visibilité. Donc on va essayer de tout faire pour pouvoir accéder à ce niveau-là.
Louise, vous êtes un produit entre guillemets de la SIG, vous avez joué en jeune, vous avez connu un peu la Ligue 2 aussi d'ailleurs, avec votre sœur également. Pareil, qu'est-ce que ça représente de ramener ce club, d'essayer de le faire remonter directement cette saison? Déjà, c'est une fierté, je pense, pour tout sportif de pouvoir remonter. Alors en plus, avec mon club où j'ai commencé en Ligue 2 féminine, et pour toute l'équipe et pour tout le club, en plus pour l'Alsace, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir une équipe à haut niveau. Et donc porter les couleurs de ce club, franchement, j'en suis fière. Fabien, vous avez repris cette équipe cette année en National 1. Alors vous avez déjà vécu avec différentes équipes, on vous a connu joueur évidemment. Voilà. Vous avez coaché différentes équipes féminines aussi. Pourquoi les équipes féminines plus que les garçons? Qu'est-ce qui est différent déjà dans le basket féminin? Moi j'avais commencé tout de suite avec des équipes féminines quand j'étais encore joueur, parce que j'ai entraîné une équipe seconde à Gaspolsheim. Ça m'avait permis un peu d'apprendre le métier d'entraîneur, puis d'être bien drivé par Patrick Lazare qui m'a un peu appris le métier. J'avais tenté le coup à un moment au WOS pendant 6 mois parce que voilà, on a eu quelques soucis et puis j'ai dû reprendre l'équipe. La fin de ma carrière s'annonçait. Physiquement, c'était un peu difficile pour moi. La SIG m'a proposé un beau projet. Historiquement, comme je l'ai dit avant, c'est un club qui a des valeurs qui me ressemblent un peu. Voilà. C'est des filles que je connaissais pour les avoir déjà coachées, notamment au championnat d'Europe universitaire. C'est un challenge qui me plaisait pour une première expérience, pour commencer. Je trouve que c'était vraiment abordable pour moi. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne relativement bien. J'espère que ça va fonctionner encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est une année positive pour ma part, en tout cas, pour une première expérience. Vous restez avec nous, on continue d'en parler dans un instant. On reste dans le basket avec un voyage du côté de Gris, les gars du BCGO qui sont en course pour une place en play-off de Pro B pour leur première saison en Pro B. Regardez, ça se passait ce vendredi soir, direction de Gris, donc Gris en vert évidemment qui recevait... je ne sais plus, qui recevait Caen, merci, qui lutte pour son maintien. Ça a été compliqué pour les Grissois qui sont dans le dur en première période, qui vont courir après le score. Caen qui joue sa peau, comme dit, qui joue son maintien. Gris qui essaye d'accrocher une des places en play-off. Il va falloir grignoter sévèrement. Ça a été très compliqué pour se défaire de cette équipe. C'est allé jusqu'en prolongation pour finalement voir Gris s'imposer, qui a pu compter notamment sur le 100% à 3 points de Zengoti Tabwenga, 4 sur 4. Olivier Cortal ici au dunk. Et le travail de ses intérieurs, notamment Darius Tarvidas, également le lituanien, 16 points, 6 rebonds pour lui. Ça a été donc long et laborieux pour les Verts, mais qui assure l'essentiel après un faux pas dans le match précédent à domicile. Nouvelle victoire pour les hommes de Ludovic Pouillard, grâce notamment à ses 2 alley-oops en fin de match. Regardez ce que ça donne au classement du coup. Ça commence à sentir plutôt bon pour Gris, qui est 6e de ce classement. 17 victoires, 12 défaites. On rappelle qu'ils sont promus. Meilleure attaque du championnat pour les Verts. 2 victoires d'avance sur Poitiers, mais un calendrier compliqué qui va emmener 3 des derniers matchs, notamment contre les équipes de tête pour Gris, avec un déplacement à Vichy, le 3e du classement, puis la réception de Roanne, le leader. Il faudra cravacher pour arracher cette place en play-off. Ça vous inspire, Fabien Carlet, cette saison de Gris, mais aussi il y a Souffle en N1 qui a quasiment un pied en Pro B aussi, les futurs d'Onheim qui sont en train de jouer les playoffs, qui ont aussi un pied pour vous rejoindre ou pas en National 1. Enfin, il y a une grosse saison de Mulhouse en finale du Trophée Coupe de France en basket. C'est une saison complètement dingue pour le basket alsacien. Ouais, au niveau du basket alsacien, on voit que le basket alsacien se porte bien. Voilà, Souffle Versheim, ce qu'ils font en National 1 pour l'instant, c'est exceptionnel. Ils sont à 31 victoires, 3 défaites. Voilà, Gris, c'est un club que je connais bien pour y avoir évolué un certain temps. Ils sont arrivés à passer un cap et à franchir un cap, et vraiment là ils font des choses vraiment très très bien. Ils proposent un jeu vraiment alléchant. Les filles de Furdenheim, voilà, qui montent en National 1, Mulhouse au Trophée Coupe de France, nous qui sommes en play-off, Gaspolsheim qui fait une belle saison également en National 1. Cabé qui s'est maintenu chez les garçons, il y a voilà, tout le sport de clubs. On sait qu'on a un vivier au niveau du basket alsacien qui est intéressant. Voilà. C'est quoi? C'est les jeunes, c'est les cadres? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Je pense que c'est un tout. On a des formateurs au niveau des jeunes qui tournent très bien. Nous, on a un centre d'entraînement qui fait vraiment du très bon boulot. On sait que voilà, au niveau de notre équipe 1, on a pratiquement plus de la moitié des filles qui sont formées à la SIG. Donc voilà, ça montre que ça marche. Ça montre aussi qu'on peut faire confiance aux jeunes. Et je pense que c'est tout bénéfique pour le sport alsacien. Voilà. Sacrée saison en tout cas pour le basket alsacien, qui est effectivement peut-être la plus belle saison de son histoire, ou pas loin. Il pourrait y avoir 2 clubs alsaciens en Pro B la saison prochaine, ce qui est quand même
étonnant. Les nationaux vont devoir apprendre à prononcer Souffelweijersheim et Grieshoberhofen. C'est vraiment le seul problème. Et puis peut-être en 3e en Ligue 2, donc, qui correspond à la Pro B pour le niveau féminin. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Sacrée saison et sacrée fin de saison, en tout cas à suivre évidemment, ici notamment chaque lundi. Petit détour par la Hongrie, je vous emmène à Budapest sur les traces de 2 Alsaciens, Yvan Muller et Jan Erlaché. Regardez ces images, ça se passait ce week-end, 2e manche du championnat du monde, les 2 pilotes de l'écurie Linkenko, 2e course de la saison, ça marche plutôt pas mal. Pour eux, vous connaissez la formule désormais en WTCR, 3 manches de qualification, 3 courses au menu le week-end. Ça a été très animé et compliqué parfois pour les Alsaciens. Yvan Muller, donc c'est les Linkenko, c'est les voitures bleu ciel que vous voyez ici. Yvan Muller, 2e de cette première manche. Mais regardez son neveu Jan Erlaché poussé dehors dans 2 des manches, une fois par Aurélien Panis, une fois par Gabriele Tarquini, le champion du monde italien. Ça a beaucoup frotté. Yvan Muller, lui, aux avant-postes de cette première course, prend une jolie 2e place. Vous le voyez ici sur le podium. En tout cas, par contre, les différentes poussettes ont beaucoup fait râler son neveu. Jan Erlaché est très remonté à l'issue de ces 2 premières courses. Écoutez-le. Il y a 2-3 règles sportives qui doivent être revues par certains parce qu'il y a des manœuvres qui sont absolument pas admissibles et si tout le monde commence à faire ça, ça va devenir très dangereux. Il se considère comme une légende et je pense qu'une légende du touring car ne doit pas faire ce genre d'erreur. Donc voilà, tout le monde peut faire des erreurs mais je trouve ça inadmissible et même de ne pas venir s'excuser. Donc non, je n'ai rien pardonné du tout. Il pardonne pas, il oublie pas, mais il a gardé la tête froide. Jan Erlaché, ça s'est beaucoup mieux passé pour lui. Regardez ces images dans la 3e et dernière course, c'était dimanche, une 3e place en qualif. Il perd une place lors du départ, 4e, mais il va bénéficier de la sortie de route de l'un des concurrents pour prendre une jolie 3e place. C'était la 2e manche du championnat du monde, 2e podium pour Jan Erlaché, qui pour ses débuts en WTCR réalise en tout cas un très beau début de saison, tout comme son écurie. La voiture en tout cas est au rendez-vous. Elle est performante pour une écurie naissante, développée par Yvan Muller. Écoutez la satisfaction de l'Alsacien. C'est un peu une rédemption cette dernière course de finir 3e sur la course principale où on a pu faire une bonne course, une course clean et finir sur le podium et marquer de gros points. On est très content et la chose qu'on doit retenir de ce week-end c'est définitivement notre rythme. Allez, on revient en Alsace, on va parler de basket dans un instant. Petit détour avant ça par le gymnase de la Rotonde à Strasbourg. On parlait de taekwondo avec le gros événement de la discipline dans la région. C'était ce samedi et ce dimanche. Regardez sur ces images la compétition l'Open International de Strasbourg organisée par l'Eurométropole Strasbourg Taekwondo, le plus gros club de France en nombre de licenciés. 300 compétiteurs s'étaient donné rendez-vous à Strasbourg, venus de toute la France mais aussi des pays voisins. Radia du club local, l'Eurométropole, donc Strasbourg Taekwondo. 11 médailles dont 5 titres rien que pour la journée de samedi chez les catégories les plus âgées à partir de cadets. Des combats toujours très spectaculaires pour cette discipline olympique depuis une vingtaine d'années maintenant, même en l'absence des 2 têtes d'affiche du club, Clara Malien et Ismaël Bouzid qui est actuellement en stage avec l'équipe de France. Ismaël Bouzid, champion de France en cadet, junior, espoir et senior. Ça c'était il y a 2 ans. Il a maintenant 21 ans. Il prépare donc avec l'équipe de France le championnat du monde qui se dérouleront à Manchester à partir du 15 mai. On aura l'occasion de suivre le parcours du Strasbourgeois pour ses premiers championnats du monde. Et puis derrière, comme dit, il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Il nous reste 1 minute 30 pour conclure. Fabien, Kerlé, Louise Dambard. Louise, le rendez-vous c'est ce week-end, c'est ce samedi, ça va venir très vite. Le rendez-vous à domicile, il n'y aura pas droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur et surtout répondre présent dès le début pendant 40 minutes et puis surtout ne pas avoir de regrets à la fin. C'est ça le plus important. Il y a de la confiance dans une équipe quand on fait 18 victoires dans une saison, ce qui est quand même rarissime quand même au basket. Il y a quand même, vous sentez que vous avez il y a le vécu ensemble dans cette équipe pour faire quelque chose. Bien sûr, il y a de la confiance, il y a aussi de l'expérience dans cette équipe qui s'allie à la jeunesse. Après, on sait que les playoffs, c'est une autre saison. Et qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut être présent dès le début. Samedi, c'était un faux pas, maintenant il faut repartir du bon pied et puis gagner le match à domicile samedi. Fabien, rendez-vous samedi 20h. Samedi 20h contre la Tronche, une équipe qui nous a battus en quart de finale du Trophée Coupe de France. Donc voilà, on a une revanche à prendre et on les attend pied ferme dans le chaudron. Donc voilà, si vous voulez voir du beau basket féminin, venez au hall de la Poste samedi à 20h, on vous attend. Il y a quoi donc 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Avec 2 à domicile, ça peut passer pour monter. Il faudra probablement gagner les 3. Alors si on prend les 2 à domicile en gardant le panier avérage sur Voiron-la-Tronche, on sera sans doute en Ligue 2. Si on arrive à prendre les 3, ce sera que du bonus et on pourra peut-être viser le titre de champion de France. Voilà, on a encore de belles ambitions. Maintenant, il faut faire le nécessaire et j'ai confiance en mon équipe. Elle travaille bien à l'entraînement, donc j'ai confiance en mon équipe pour
qu'elle fasse le maximum. Bon, elle travaille bien l'entraînement, mais il va falloir y aller parce que l'entraînement c'est ce Voilà, soir c'est à ça. 20h. Alors heureusement, on n'est pas très C'est ça. loin, mais il va falloir sauter dans la voiture et aller rejoindre le reste du groupe. Samedi, 20h à la salle de la Poste à Elkirch. Merci beaucoup à Merci. tous les deux d'être venus. Merci. Puis on espère Merci. évidemment retrouver la SIG en Ligue féminine de la saison prochaine. La suite, c'est côté cuisine, par contre, cette fois-ci pour Nicolas Riffel, direction la table de Christophe. C'est à Strasbourg. Ne perdez pas une miette de grain de sel avec la tarte flambée Traiteur Schneider, garniture et fond, produit en Alsace. Je suis né le 12 septembre 1967 à Strasbourg. J'ai débuté ma carrière de cuisinier à la table gourmande à Schiltigheim en 1982 en qualité d'apprenti. Après quelques années, je les quitte pour rejoindre le Hilton et d'autres aventures. En 2004, j'ai un coup de cœur pour une petite table strasbourgeoise et je décide de me lancer. Je suis Christophe Iska, la table de Christophe à Strasbourg. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on va cuisiner de bon ensemble? Alors un dos de skraï, Ok. voilà, donc un cabillaud sauvage, pêché nord de la Norvège, Ok. près des îles Lofoten. C'est un poisson qui migre en fait. D'accord. Donc il est pêché pendant 3 mois à peu près. Hein. D'accord. Donc poisson très à chair ferme, blanche, nacrée, quoi. Et je vois que tu as déjà préparé pas mal de petites choses là, tu vas Oui. t'amuser là. Oui, en fait, je l'accompagne en fait d'une sauce vierge, des palourdes et d'un risotto noir. Alors le riz noir vénéré, Voilà, raconte-nous c'est cette ça. histoire. Alors là on est sur un riz bio aussi. Voilà. En fait, c'est un riz qui est complet, qui demande beaucoup de cuisson. C'est un riz qui a un goût de, comment dire, de pain cuit comme ça. D'accord. Et c'est particulier, et ça se marie très bien avec le poisson. Et après, t'as prévu quoi encore? Alors, c'est une petite garniture pour la sauce vierge, des Granny Smith, du fenouil, de l'ail des ours, des petites tomates cerises, des radis et des asperges. Et on débute par quoi? Alors, on va couper le skraï. Ok. Ah ça c'était pas la part pour une personne ça. Pavé. Voilà, je l'envoie en cuisson. Huile d'olive bio et beurre. C'est parce qu'on est en Alsace, hein, on l'oublie pas. Hein. Ah oui. Voilà, donc là on a un beau dos. On pose le dos. Et on va le cuire en fait presque sur la peau. Et on va l'arroser en cours de cuisson. Ok. Fleur de sel. Ça nourrit le skraï. Bon Nico, là je te laisse continuer le skraï. Ok, faut que j'arrose tout le temps? Voilà. Ok. Donc on va faire la sauce vierge. Donc on prend un jus de citron, de l'huile d'olive qu'on émulsionne et on rajoute des Granny Smith en fine brunoise, du fenouil, des petites tomates cerises en fine brunoise, un peu d'ail des ours. Les tiges d'ail des ours, pas le vert. Le vert je l'utiliserai après. Et donc un peu de radis. Voilà, ça c'est la base de la sauce vierge. Après nous allons faire le risotto. Ça va Nico? C'est bon? Ah, moi je suis bien là chef. Ah oui? J'arrose. C'est bien, parfait. On laisse de côté comme ça? Voilà. Comment ça fonctionne ton risotto? C'est Alors, un risotto qui est assez long? Voilà, c'est un risotto classique. On fait fondre une échalote de l'ail. On prend le riz noir, on le nacre légèrement et on mouille avec le jus de fumée de poisson, les arêtes, ainsi que du jus de palourde. On va faire cuire quelques asperges et quelques radis, parce que c'est quand même le printemps. En fin de cuisson, le riz, en fait, faut le lier, faut le rendre gourmand. D'accord. Donc, t'ajoutes quoi là? Mascarpone, une cuillère. C'est bon pour les bûches. Toujours un peu de beurre allégé. Hein. Oui. Monte carré. C'est la finition du riz, en fait. On peut les décortiquer? Décortiquer, et on peut le rajouter dans les Dans palourdes, le risotto? dans le risotto. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer, à prendre ton propre resto? Ah, l'envie d'être pour soi, en fait, et de se réaliser dans ce métier qui est quand même passionnant. Ouais. Et de pouvoir faire ce qu'on a envie, quoi. J'aime beaucoup cette ville et j'ai eu l'opportunité de tomber sur cet établissement. Voilà, j'ai foncé. Et comment tu définirais ton style de cuisine? Bistronomique? Ouais. Disons d'instinct? Instinctif, quoi. De saison, du marché, des produits qui changent à l'ardoise et qui sont quand même voilà, de saison. Donc le risotto est presque fini. Nous allons mettre un peu de croquant. Un peu de croquant, des asperges légèrement glacées. Donc la sauce vierge légèrement tiédie avec du zeste de Kambawa. Et donc Nico, tu vas pouvoir me
le ciselé, le reste d'ail des ours. Je vais cuire des palourdes entières donc, que je mets dans ma vierge. Et dans le riz à risotto, on rajoute les copeaux de parmesan. Ne soyez pas sage. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.